J'ai trouvé une pilule du lendemain dans le sac de ma femme infidèle, je l'ai échangée contre des vitamines et j'ai attendu. Le lendemain, elle m'a dit. Vengeance. D'abord, ta voiture y passera. Ensuite, ce sera ton tour. Le test de grossesse posé sur le comptoir de ma cuisine n'était pas le mien. Pas plus que les pilules de Viagra que j'avais trouvées dans le sac à main de ma femme 3 jours plus tôt, cachées sous son rouge à lèvres et ses pastilles à la menthe comme de sales petits secrets prêts à exploser. Je m'appelle Ray Molinsky et je gère un parc de voitures d'occasion dans l'est de Millfield, en Ohio, une ville qui se meurt plus lentement qu'une transmission rouillée depuis la fermeture de l'acierie il y a 15 ans. Je suis marié à Beth depuis 12 ans, et jusqu'à la semaine dernière, je pensais que nous avions quelque chose qui ressemblait à une vie décente, une maison modeste à la peinture écaillée, une fille de 13 ans nommée Carrie, et assez d'argent pour payer les factures et mettre de la nourriture sur la table. Puis j'ai trouvé ces pilules. Ray, tu es là. La voix de Beth a résonné depuis la porte d'entrée, ses clés cliquetant contre le cadre en bois. J'ai rapidement remis le test de grossesse là où je l'avais trouvé, derrière la boîte de café, et j'ai attrapé une bière dans le frigo. La Budweiser était froide contre ma paume, un petit réconfort dans ce qui s'annonçait comme la pire semaine de ma vie. Par ici, ai-je répondu en m'installant dans mon fauteuil et en allumant la télévision. Une sitcom stupide a rempli l'écran, des rires préenregistrés se moquant du silence qui s'était installé entre Beth et moi ces derniers mois. Beth est entrée dans le salon, ses cheveux bruns attachés en queue de cheval, portant le même pantalon noir et la même blouse blanche qu'elle mettait pour son travail à la librairie Morrison S, en ville. Elle avait l'air fatiguée, mais il y avait autre chose dans ses yeux. De la culpabilité, peut-être, ou de la peur. Difficile de faire la différence, désormais. Comment s'est passée ta journée ? Ai-je demandé en prenant une longue gorgée de ma bière. Bien, comme d'habitude. Elle évitait mon regard, s'occupant à redresser des magazines sur la table basse qui n'en avait pas besoin. Madame Morrison pense à agrandir la section pour enfants. Ah bon ? Oui, elle pense que ça attirera plus de familles. J'ai hoché la tête, la regardant tripoter la télécommande, puis les coussins, puis son alliance. Toujours en mouvement, évitant toujours mon regard. Les signes classiques de quelqu'un qui cache quelque chose. Et après 20 ans dans le commerce de voitures, j'avais appris à bien cerner les gens. Bête. Quoi ? Regarde-moi. Elle a finalement croisé mon regard, et je l'ai vu clairement. La culpabilité qu'elle portait comme un poids de plomb. Son visage était pâle, et il y avait des cernes sous ses yeux que le maquillage ne parvenait pas tout à fait à cacher. Tout va bien ? Tu agis bizarrement ces derniers temps. Bizarrement ? Comment ça ? Sa voix est montée d'un ton, sur la défensive. Je ne sais pas, distante, comme si tu avais la tête ailleurs. Elle a ri, mais cela sonnait faux. Je suis juste fatigué, Ray. Le travail a été stressant, Carrie a des problèmes avec ses devoirs de maths et la maison a besoin de temps de réparation que nous ne pouvons pas nous permettre. J'ai trouvé quelque chose aujourd'hui. Les mots flottaient dans l'air entre nous comme de la fumée. Les mains de Beth se sont immobilisées et elle m'a regardé avec l'expression de quelqu'un qui vient de se faire prendre en flagrant délit. Trouver quoi ? J'aurais pu la confronter à ce moment-là. J'aurais pu sortir le test de grossesse et exiger une explication, mais quelque chose m'a retenu. La curiosité, peut-être. Ou le besoin de voir jusqu'où allait cette histoire. Rien d'important, ai-je finalement dit. Juste de vieux reçus. Le soulagement inonda son visage et elle a même souri. Oh, d'accord. Eh bien, je vais commencer à préparer le dîner. Carrie devrait bientôt rentrer de son entraînement de foot. Elle s'est précipitée vers la cuisine et je l'ai entendue fouiller dans les placards, cherchant probablement le test de grossesse. Le son de sa panique était presque satisfaisant. Mon téléphone a vibré avec un texto. Anna, la directrice de mon parc, me contactait au sujet d'un problème avec l'un de nos fournisseurs. Anna Chen travaillait pour moi depuis 3 ans, depuis que son mari était mort dans un accident de chantier. Elle était fiable, honnête, et l'une des rares personnes en ville en qui j'avais vraiment confiance. C'est réglé ? Ai-je répondu par texto. À demain. Mais alors que j'étais assis là, écoutant Beth s'agiter dans la cuisine et pensant à ses pilules de Viagra, j'ai réalisé que la confiance devenait un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Au cours des 2 jours suivants, j'ai commencé à faire attention, vraiment attention, à la façon dont le téléphone de Beth vibrait à des heures indues et à comment elle le retournait rapidement face cachée quand j'entrais dans la pièce.
À comment elle avait commencé à travailler tard 3 soirs par semaine, chose qu'elle n'avait jamais faite en 11 ans chez Morrison S. Aux nouveaux sous-vêtements que j'avais aperçus dans le panier à linge, de la dentelle noire qui n'était certainement pas pour moi. Jeudi soir, pendant que Beth était sous la douche, son téléphone s'est allumé avec un message. L'aperçu en disait juste assez pour me glacer le sang. La soirée était incroyable. Hâte de te revoir demain. T. Quelqu'un dont le nom commençait par T passait des nuits incroyables avec ma femme. J'ai pensé aux hommes dans l'entourage de Beth. Son patron, Monsieur Morrison, avait 73 ans et marchait avec une canne. Sa collègue, Janet, n'était certainement pas intégrée, restaient les clients, les voisins, ou quelqu'un que je ne connaissais pas. Vendredi matin, je me suis fait porter pâle et j'ai suivi Beth au travail. Elle a conduit sa Honda Civic à travers le centre-ville, passant devant les vitrines vides et les bâtiments barricadés qui donnaient à mille fils des allures de ville fantôme, et s'est garée derrière la librairie Morrison S, comme tous les jours. Mais au lieu d'entrer, elle est restée dans sa voiture pendant 10 minutes, envoyant des textos à quelqu'un. Puis une Mustang rouge s'est garée à côté d'elle, un modèle jeté récent avec des bandes de course et des jantes chromées qui coûtaient probablement plus que ce que je gagnais en 3 mois. Le conducteur était jeune, peut-être la fin de la vingtaine, avec le genre de carrure qui criait « abonnement à la salle de sport » et le genre d'assurance qui criait « connard ». Il avait les cheveux châtains clairs, une mâchoire carrée, et quand il a souri à ma femme par sa fenêtre baissée, j'ai eu envie de lui casser les dents. Beth est sortie de sa voiture et s'est appuyée contre sa portière, riant à quelque chose qu'il disait. Puis elle a passé la main par la fenêtre et a touché son visage. Un geste doux et intime qui m'a frappé comme un coup de masse en pleine poitrine. Alors, c'était ça, T. J'étais assis dans mon camion, garé de l'autre côté de la rue derrière une benne à ordures, et je regardais ma femme flirter avec un autre homme en plein jour. Ils ont parlé pendant peut-être 5 minutes avant qu'elle n'entre enfin dans la librairie et qu'il ne s'en aille, le moteur vrombissant comme le tonnerre. Cet après-midi-là, je me suis arrêté au bar Anigan S, un bouche-bouche dans le sud de la ville où la bière était bon marché et les ragots encore plus. Les habitués étaient déjà là. Jimmy Kowalski, qui travaillait à la scierie avant sa fermeture. Maria Santos, qui nettoyait des bureaux en ville. Et Big Eddie Torino, qui tenait les comptes pour des types de Cleveland. Ray. Jimmy m'a fait signe de venir au bar. On ne t'a pas vu ici depuis des semaines. Comment vont les affaires? On ne se plaint pas, j'ai commandé une bière et me suis installé sur un tabouret qui avait connu des jours meilleurs. Dites, vous connaissez un type avec une Mustang rouge qui traîne en ville? Le conducteur a peut-être la fin de la vingtaine, bâti comme un footballeur américain? Oh, ça c'est Tommy Geller, a dit Maria sans lever les yeux de son whisky. Il bosse à mi-temps au garage Peterson. Il se prend pour le cadeau de Dieu aux femmes. Tommy. T pour Tommy. Un sacré numéro, celui-là, a ajouté Big Eddie. Toujours en train de se vanter de ses conquêtes, tu sais. La semaine dernière, il était là à raconter à qui voulait l'entendre qu'il voyait une femme mariée. Très fier de lui. Ma prise s'est resserrée sur ma bouteille de bière. Une femme mariée? Ouais. Il dit qu'elle était plus âgée, classe, mariée à un pauvre type qui ne l'appréciait pas, Eddie a secoué la tête de dégoût. Les jeunes n'ont plus de respect. De mon temps, si tu touchais à la femme d'un autre, tu finissais à l'hôpital. Ou à la morgue, a marmonné Jimmy. J'ai fini ma bière et laissé un billet de 10 sur le comptoir. Merci pour les verres, les gars. Ray, ça va, a demandé Maria. T'as pas l'air dans ton assiette. Juste fatigué. Longue journée. Mais en retournant à mon camion, mon esprit tournait à plein régime. Tommy Geller, mécanicien à temps partiel, Mustang rouge, se vantant d'avoir couché avec ma femme à qui voulait bien l'entendre. L'humiliation me brûlait la poitrine comme de l'acide. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'étais allongé dans le lit à côté de Beth, écoutant sa respiration, me demandant depuis combien de temps cela durait et combien de personnes en ville étaient au courant. L'idée d'entrer chez Anigan S, au restaurant du coin ou même sur mon propre parc de voitures et de voir de la pitié dans les yeux des gens me rendait malade. Vers 3 heures du matin, le téléphone de Beth a vibré. Elle dormait, mais l'écran a illuminé la pièce sombre comme un phare. T, tu me manques déjà. Demain soir. J'ai fixé le plafond jusqu'à l'aube, en train de planifier. Samedi matin, je suis allé au garage Peterson. C'était une petite affaire. 2 bails,
un bureau qui n'avait pas l'air d'avoir été nettoyé depuis l'administration Carter, et un parking rempli de voitures à divers stades de réparation. La Mustang de Tommy était garée près du bureau, brillant sous le soleil du matin comme un doigt d'honneur rouge. J'ai trouvé une place de l'autre côté de la rue et j'ai attendu. Vers 10h30, Tommy est sorti d'une des bailles, s'essuyant les mains sur un chiffon graisseux. Il était exactement comme je l'avais imaginé, grand, les épaules larges, avec ce genre de démarche arrogante qui devait faire chavirer certaines femmes. Il est monté dans sa Mustang et est parti, et je l'ai suivi à distance. Le premier arrêt de Tommy fut la banque, puis l'épicerie, puis un petit complexe d'appartements sur Maple Street. Il s'est garé devant un immeuble de 2 étages qui avait connu des jours meilleurs et a disparu à l'intérieur. J'ai attendu 15 minutes, puis je me suis approché des boîtes aux lettres près de la porte d'entrée. T. Geller, appartement 2B, était écrit au marqueur noir délavé. Maintenant, je savais où il habitait. Au cours des jours suivants, j'ai appris la routine de Tommy. Il travaillait du mardi au jeudi chez Peterson, passait la plupart de ses soirées chez Hannigan S ou à sillonner la ville dans sa Mustang, et rencontrait apparemment ma femme tous les lundis, mercredis et vendredis soirs à divers endroits de Millfield. J'ai aussi commencé à faire mes propres plans. D'abord, je suis allé à la banque et j'ai déplacé la plupart de nos économies communes sur un nouveau compte auquel seul moi avais accès. Pas assez pour que ce soit illégal, juste assez pour compliquer la vie de Beth si elle décidait de partir. Deuxièmement, je suis passé à la poste et j'ai fait suivre notre courrier vers une boîte postale. Si Beth prévoyait de s'enfuir avec Tommy, elle devrait le faire sans accès à nos informations financières. Troisièmement, j'ai acheté un petit traceur GPS dans un magasin d'électronique de la ville voisine, le genre que les agents de recouvrement utilisaient pour garder un œil sur les voitures qu'ils pourraient avoir à récupérer. Mercredi soir, pendant que Tommy était chez Hannigan S en train de se vanter de sa dernière conquête, j'ai fixé le traceur sous le pare-choc arrière de sa Mustang. Cela a pris moins de 30 secondes, et personne ne m'a vu faire. Maintenant, je pouvais surveiller ses déplacements depuis mon téléphone. Jeudi soir, Beth m'a dit qu'elle devait de nouveau travailler tard. Inventaire, a-t-elle dit sans me regarder dans les yeux. Madame Morrison veut que tout soit compté et catalogué pour lundi. C'est beaucoup de travail juste pour toi et Janet. Janet est malade. Il n'y a que moi. J'ai hoché la tête et l'ai embrassée sur la joue, sentant le goût du mensonge sur sa peau. Ne travaille pas trop dur. Elle est partie vers 19h, et j'ai immédiatement vérifié le traceur GPS sur mon téléphone. La Mustang de Tommy se déplaçait dans le centre-ville, en direction de l'ancien quartier industriel, où les usines abandonnées projetaient de longues ombres sur des parkings vides. J'ai attrapé mes clés et suivi le signal. Je les ai trouvées au Sunset Motel, un endroit miteux en périphérie de la ville qui louait des chambres à l'heure et ne posait pas trop de questions. La Mustang de Tommy était garée devant la chambre 12, et à travers les rideaux fins, je pouvais voir des ombres bouger à la lueur de la lampe. Ma femme et son amant jouant à la maison dans un endroit qui n'avait probablement pas été nettoyé depuis l'administration Bush. Je suis resté assis dans mon camion pendant 2 heures à regarder cette fenêtre, sentant quelque chose de froid et de dur s'installer dans ma poitrine. Ce n'était pas juste une liaison. C'était une humiliation publique. Combien de personnes avaient vu la Honda de Beth garée devant le Sunset Motel? Combien savaient exactement ce qui se passait dans la chambre 12? Vers 22h, la porte s'est ouverte et Beth est sortie, lissant sa jupe et vérifiant son reflet dans la fenêtre. Tommy l'a suivi, l'attrapant par le bras et disant quelque chose qui l'a fait rire. Ils se sont dit au revoir en s'embrassant comme des adolescents, avec des mains baladeuses, des langues et un mépris total pour qui pourrait les regarder. Puis Beth est montée dans sa Honda et est rentrée à la maison, prévoyant probablement de me raconter sa soirée épuisante de gestion des stocks. J'ai attendu qu'elle soit partie, puis j'ai traversé le parking jusqu'à la Mustang de Tommy. La voiture n'était pas verrouillée. Apparemment, Tommy était aussi négligent qu'arrogant. J'ai soulevé le capot et j'ai dévissé le bouchon de vidange d'huile juste assez pour créer une fuite lente. Pas assez pour causer des dommages immédiats, mais assez pour ruiner son moteur s'il ne remarquait pas le problème assez vite. Puis j'ai sorti mes clés et les ai traînées le long de la portière côté conducteur, laissant une longue et profonde rayure dans la peinture rouge immaculée. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Vendredi soir, Beth a annoncé qu'elle sortait avec Janet. Soirée entre filles, a-t-elle dit en appliquant du rouge à lèvres dans le miroir du couloir. On va voir cette nouvelle comédie romantique au cinéma. Le traceur GPS racontait une autre histoire. La Mustang de Tommy se dirigeait vers Miller S.
un belvédère panoramique où les adolescents allaient s'embrasser, et où les femmes mariées allaient apparemment trahir leur mari. Cette fois, je n'ai pas seulement regardé. J'ai garé mon camion en bas de la colline et j'ai grimpé à travers les bois, restant dans l'ombre jusqu'à atteindre le bord du parking. La Mustang de Tommy était là, les vitres embuées, se balançant doucement sur ses suspensions. Je pouvais les entendre à travers le métal fin. La voix de Beth, haletante et pressante, disant à Tommy des choses qu'elle ne m'avait pas dites depuis des années. Mes mains se sont serrées en poing. Et pendant un instant, j'ai sérieusement envisagé de sortir Tommy de cette voiture et de le rouer de coups. Mais ça aurait été stupide. Accusation d'agression, tribunal des divorces, bataille pour la garde, toutes les complications juridiques qui détruiraient ma vie tout en laissant Tommy libre d'en rire. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. L'audio n'était pas parfait, mais il était assez clair. La voix de Beth, sans équivoque, disant à Tommy à quel point elle l'aimait. Comment elle allait me quitter dès qu'elle aurait réglé la logistique, comment ils pourraient être ensemble sans se cacher. Et Ray, la voix de Tommy, étouffait mes audibles. Ray est un pauvre type, a répondu Beth. Il ne sera jamais rien de plus qu'un vendeur de voitures d'occasion dans une ville sans avenir. Toi et moi, nous pourrions aller n'importe où, faire n'importe quoi. Et la gamine? Carrie finira par comprendre. Elle est intelligente. Elle verra que nous sommes mieux sans lui. J'ai arrêté d'enregistrer et je suis retourné à mon camion. Le poids de leur trahison s'est abattu sur mes épaules comme une couverture de plomb. Ce n'était pas seulement de l'adultère. C'était un démantèlement complet de tout ce pour quoi j'avais travaillé, tout ce que j'avais construit. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils m'avaient sous-estimé. Samedi matin, j'ai appelé Anna et je lui ai demandé de s'occuper du parc pour le week-end. Tout va bien, Ray, a-t-elle demandé. Tu as l'air fatigué. J'ai juste des affaires personnelles à régler. Je peux t'aider en quoi que ce soit. Anna était une bonne amie, mais ce n'était pas son problème. Merci, mais je gère. J'ai passé la matinée à la bibliothèque municipale, utilisant leurs ordinateurs pour faire des recherches sur la loi du divorce en Ohio. Propriété communautaire, arrangement de garde, calcul de pension alimentaire, toutes les munitions juridiques dont je pourrais avoir besoin si cette situation explosait. J'ai aussi cherché des informations sur Tommy Geller. Décrocheur scolaire. 2 arrestations pour conduite en état d'ivresse. Actuellement en retard sur le paiement de la pension alimentaire à une ex-petite amie à Akron. Un vrai champion que ma femme avait choisi. Vers midi, je suis allé à la librairie Morrison S. Beth travaillait, arrangeant des présentoirs et aidant les clients avec ce faux sourire qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Elle a levé les yeux quand je suis entré, et son visage est devenu pâle. Ray, qu'est-ce que tu fais ici? Un mari ne peut pas rendre visite à sa femme au travail? Bien sûr, mais... Je pensais qu'on devrait parler ce soir. De nous, de notre avenir. Le faux sourire a vacillé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, ça fait un moment qu'on n'a pas vraiment parlé. Tu sais, de ce qu'on veut, de là où on va. J'ai pris un roman d'amour de poche sur un présentoir voisin et l'ai feuilleté distraitement. Parfois, j'ai l'impression qu'on est des étrangers vivant dans la même maison. Ray, je travaille. Je sais. Je voulais juste que tu saches que je t'aime, Beth. Quels que soient les problèmes que nous avons, je veux les résoudre. Elle m'a regardé comme si j'avais une deuxième tête. D'accord, bien sûr. On peut parler ce soir. Bien. Je prendrai à dîner chez Romano S. On pourra manger après que Carrie soit couchée. Je l'ai embrassée sur la joue et je suis parti, satisfait de la confusion et de la culpabilité dans ses yeux. Laissons-la passer l'après-midi à se demander ce que je savais et ce que je préparais. Ce soir-là, j'ai mis la table avec notre belle porcelaine et allumé des bougies comme si c'était notre anniversaire. Beth est descendue portant une robe bleue que je lui avais achetée pour Noël, l'air nerveuse, belle et coupable jusqu'à la moelle. C'est gentil, dit-elle en s'asseyant en face de moi. Quelle est l'occasion? Ai-je besoin d'une occasion pour dîner avec ma femme? Nous avons mangé dans un silence relatif, échangeant des banalités sur la saison de foot de Carrie, le temps est tout sauf l'éléphant dans la pièce. Finalement, après que Carrie soit montée faire ses devoirs, j'ai versé 2 verres de vin et me suis adossé à ma chaise. Beth, je veux te demander quelque chose, et je veux que tu sois honnête avec moi. Sa main tremblait légèrement alors qu'elle attrapait son verre de vin.
D'accord. Es-tu heureuse? Je veux dire, vraiment heureuse de notre vie ensemble. Bien sûr que je le suis. Pourquoi demandes-tu ça? Parce que dernièrement, j'ai l'impression que tu es ailleurs. Comme si ton esprit était sur d'autres choses, d'autres personnes. La couleur a quitté son visage. Ray, je ne sais pas de quoi tu parles. Vraiment? J'ai sorti mon téléphone et j'ai joué l'enregistrement de Miller S. La voix de Beth a rempli la salle à manger, claire comme du cristal et accablante. Ray est un pauvre type. Il ne sera jamais rien de plus qu'un vendeur de voitures d'occasion dans une ville sans avenir. Le verre de vin de Beth glissa de ses doigts et se brisa sur le sol. Le vin rouge s'étalant sur le parquet comme une sombre tache de trahison. Ray, je peux expliquer. Ah oui? Peux-tu expliquer pourquoi tu couches avec Tommy Geller depuis 3 mois? Peux-tu expliquer pourquoi tu lui dis que tu veux me quitter et emmener Carrie avec toi? Elle s'est mise à pleurer. De grands sanglots dramatiques qui m'auraient peut-être ému il y a 6 mois. Maintenant, il ne faisait que me mettre en colère. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense. Tu as une liaison avec un mécanicien de 28 ans qui conduit une Mustang rouge et vit dans un appartement miteux sur Maple Street. Ses pleurs se sont arrêtés brusquement. Comment sais-tu tout ça? Parce que je t'ai observé, Beth. Je t'ai suivi, j'ai appris des choses sur ton nouveau petit ami et sa charmante personnalité. Je me suis penché en avant, ma voix tombant à un murmure. Savais-tu qu'il est en retard sur le paiement de la pension alimentaire? Savais-tu qu'il se vante auprès de tout le monde chez Annie Gans d'avoir mis dans son lit une femme mariée? Arrête. Savais-tu qu'il t'appelle sale sugar mama parce que tu as payé pour ses chambres de motel? Arrête. Elle s'est levée si vite que sa chaise est tombée en arrière et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait me frapper. Au lieu de ça, elle est restée là, tremblant de rage et d'humiliation. Espèce de salaud, a-t-elle murmuré. Tu m'as espionné. Je me suis protégé. Il y a une différence. Te protéger de quoi? D'être pris pour un imbécile dans ma propre ville. De perdre tout ce pourquoi j'ai travaillé au profit d'un jeune con qui pense avoir touché le jackpot. Beth s'est essuyé les yeux, étalant du mascara sur ses joues. Je veux divorcer. Non. Comment ça, non? Je me suis levé et j'ai contourné la table jusqu'à être à quelques centimètres de son visage. Je veux dire non, Beth. Tu ne vas pas me tromper, m'humilier, prévoir de voler ma fille, puis t'en aller avec la moitié de tout ce que j'ai construit. Tu ne peux pas m'empêcher de divorcer. Peut-être pas. Mais je peux rendre ça coûteux. Je peux rendre ça public. Je peux m'assurer que tout le monde dans cette ville sache exactement quel genre de femme tu es. Son visage est devenu blanc. Tu n'oserais pas, mets-moi au défi. Nous nous sommes regardés fixement à travers les ruines de notre mariage. Et j'ai vu le moment où elle a réalisé que je n'étais plus le même homme qu'elle avait épousé. Je n'étais plus le pigeon qu'elle pouvait manipuler et contrôler. Que veux-tu, a-t-elle finalement demandé. Je veux que tu rompes avec Tommy. Ce soir. Je veux que tu lui dises que c'est fini et je veux que tu le penses. Et si je le fais? Alors peut-être que nous pourrons arranger ça. Peut-être que nous pourrons sauver notre mariage. C'était un mensonge. Bien sûr, il n'y avait aucun moyen de sauver ce mariage. Mais j'avais besoin de temps pour planifier, pour me préparer, pour m'assurer que lorsque tout s'effondrerait, je serais celui qui resterait debout. Beth a hoché la tête lentement. D'accord, je vais l'appeler. Non, tu vas le voir en personne. Et tu lui diras que s'il te contacte à nouveau, je lui rendrai la vie très désagréable. Ray. Fais-le, Beth. Ou je le ferai pour toi, et crois-moi, tu n'aimeras pas ma méthode. Elle a attrapé son sac et ses clés de voiture, ses mains tremblant si fort qu'elle pouvait à peine les tenir. Je serai de retour dans 1 heure. Prends ton temps. Assure-toi qu'ils comprennent. Après son départ, je me suis versé un autre verre de vin et j'ai commencé à planifier la prochaine phase de ma vengeance. Parce que c'est ce que c'était maintenant. Pas une réconciliation de mariage, mais une campagne de représailles soigneusement orchestrée. Tommy Geller avait choisi la mauvaise femme à séduire, et Beth avait choisi le mauvais homme à trahir. Beth est rentrée 3 heures plus tard, les yeux rouges de larmes et sa robe froissée comme si elle s'était battue. Elle m'a trouvé dans le salon en train de regarder la télévision et de boire de la bière comme si de rien n'était. C'est fait, a-t-elle dit doucement.
Je lui ai dit que c'était fini. Bien. Comment l'a-t-il pris? Comment penses-tu qu'il l'ait pris? Il était en colère. Il a dit des choses. Quel genre de choses? Elle a hésité. Il a dit qu'il allait te parler. D'homme à homme. J'ai ri, un son sans humour. J'attends cette conversation avec impatience. Au cours des jours suivants, Beth a essayé de faire comme si tout était normal. Elle allait au travail, rentrait à des heures raisonnables et faisait un effort pour être la femme qu'elle avait cessé d'être des mois auparavant. Mais je pouvais voir la tension sur son visage. La façon dont elle sursautait chaque fois que son téléphone vibrait. La façon dont elle me regardait quand elle pensait que je ne la voyais pas. Elle attendait que le couperet tombe. Mercredi soir, Tommy a finalement fait son mouvement. Je fermais le parc quand sa Mustang rouge est entrée sur le parking, le moteur grondant comme une bête enragée. Il est sorti, vêtu d'un jean et d'un t-shirt noir qui mettait en valeur son physique de salle de sport, marchant vers moi avec ce genre de démarche arrogante qui suggérait qu'il pensait que ça allait être facile. « C'est toi, Remolinski ? » ?»« C'est bien ça. Tu dois être Tommy. »« Ouais, je suis Tommy. » Il s'est arrêté à environ 2 mètres, les mains sur les hanches, essayant d'avoir l'air intimidant. « On doit parler. »« De quoi ? » ?»« De Beth. » Du fait que tu te mêles de quelque chose qui ne te regarde pas, j'ai posé le porte-bloc que je tenais et lui ai accordé toute mon attention. Qui ne me regarde pas? C'est ma femme, gamin. Peut-être sur le papier, mais elle ne t'aime plus. Elle me l'a dit elle-même. Vraiment? C'est intéressant, parce qu'elle t'a aussi dit que c'était fini entre vous deux. C'est drôle comme l'amour meurt vite, n'est-ce pas? Son expression confiante a légèrement vacillé. Elle a dit ça seulement parce que tu l'as menacée. Mais elle reviendra vers moi. Elle sait que je peux lui donner des choses que tu ne pourras jamais lui donner. Comme quoi? Un appartement miteux et une voiture qui tombe en morceaux? Ma voiture ne tombe pas en morceaux. J'ai pointé la longue rayure sur sa portière côté conducteur. Tu devrais peut-être faire examiner ça. Et pendant que tu y es, vérifie ton huile. J'ai remarqué une flaque sous ta voiture quand tu t'es garé. Le visage de Tommy est devenu rouge alors qu'il réalisait que j'étais responsable des dégâts. Espèce de... C'est le problème avec les jeunes comme toi, ai-je dit en m'approchant. Vous vous croyez intouchable. Vous pensez que vous pouvez prendre tout ce que vous voulez sans conséquence. Je n'ai rien pris. Beth est venue à moi parce que tu l'as séduite. Parce que tu as vu une femme mariée seule et que tu t'es dit, cible facile. Ce n'était pas comme ça. Si, c'était comme ça. Tu lui as probablement dit qu'elle était belle, qu'elle méritait mieux, que son mari ne l'appréciait pas. Très original, Roméo. Les mains de Tommy se sont serrées en poing. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais exactement de quoi je parle. Je sais aussi que tu te vantes d'elle auprès de tout le monde chez Annie Gans, l'appelant à Sugar Mama parce qu'elle a payé ses chambres de motel. Ce n'est pas vrai. Maria Santos t'a entendu le dire. Big Eddie aussi, et la moitié des habitués. La réputation de ma femme est ruinée à cause de ta grande gueule. Écoute, mec, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Mais ça s'est passé comme ça, et maintenant tu vas arranger ça. Tommy s'est redressé, essayant de retrouver son air de dur. Je ne vais rien faire du tout. Beth est une adulte qui peut faire ses propres choix. Plus maintenant. Tu vois, Beth et moi avons eu une longue conversation et nous avons décidé de travailler sur notre mariage. Ça veut dire que tu es définitivement hors jeu, elle changera d'avis. Non, elle ne le fera pas. Parce que si jamais tu la contactes à nouveau, si jamais tu t'approches d'elle ou de ma famille, je m'assurerai que tout le monde dans cette ville sache exactement quel genre d'homme tu es. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré une photo que j'avais prise de certains documents que j'avais trouvés grâce à mes recherches. Pension alimentaire, Tommy. Tu dois $8 000 à ton ex-petite amie à Akron. Que penses-tu qu'il se passera quand je lui enverrai ton adresse actuelle et tes informations d'emploi? Son visage est devenu pâle. Tu ne peux pas faire ça. Je peux et je le ferai. Je m'assurerai aussi que ton patron chez Peterson soit au courant de tes arrestations pour conduite en état d'ivresse. Et je m'assurerai que tout le monde chez Annie Gans sache que le dur à cuire qui se vantait de sa conquête s'est fait larguer par une femme mariée qui a décidé que son mari pauvre type était un meilleur parti. Salaud. Peut-être.
Mais je suis un salaud qui protège sa famille. Toi, tu n'es qu'un petit con qui s'est laissé dépasser. Tommy a fait un pas en avant et pendant un instant, j'ai cru qu'il allait vraiment essayer de se battre. Mais je travaillais de mes mains depuis 20 ans et malgré ses muscles de salle de sport, il n'était encore qu'un gamin qui n'avait jamais été dans une vraie bagarre. Tire-toi, Tommy. Trouve une autre femme à draguer, mais reste loin de la mienne. Il m'a fixé un long moment, puis s'est retourné et est retourné à sa Mustang. Le moteur a toussé et crachoté quand il a essayé de le démarrer. Apparemment, la fuite d'huile était pire que ce que j'avais pensé. Tu devrais peut-être appeler une dépanneuse, ai-je crié alors qu'il réussissait enfin à démarrer la voiture. Ce moteur a l'air assez mal en point. Il est parti sans un mot de plus, laissant derrière lui un fin filet de fumée. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel d'Anna. Ray, il faut que tu viennes. Il y a eu des problèmes. Je l'ai trouvé au bureau, l'air inquiet et tenant un morceau de papier. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelqu'un a vandalisé 3 des voitures sur le parc la nuit dernière. La peinture a été rayée, les pneus crevés, les vitres brisées. Et ils ont laissé ça. Elle m'a tendu un mot écrit en lettres capitales. Reste loin de ma fille ou la prochaine fois ce sera pire. J'ai froissé le mot et l'ai jeté à la poubelle. Appelle la compagnie d'assurance et appelle la police. Tu sais qui a fait ça? J'ai une assez bonne idée. Mais quand la police est arrivée, Tommy était introuvable. Son appartement était vide, son travail chez Peterson abandonné, et sa Mustang rouge a été découverte 3 jours plus tard dans un fossé à l'extérieur d'Akron, entièrement calciné. On dirait que ton petit ami a pris la fuite, ai-je dit à Beth ce soir-là au dîner. Elle n'a pas répondu, se contentant de pousser la nourriture dans son assiette et d'éviter mon regard. Il t'a laissé un cadeau d'adieu, cependant. Il a vandalisé mon parc avant de s'enfuir. Je suis désolé, dit-elle doucement. Vraiment? Ou es-tu juste désolé de t'être fait prendre? Elle a levé les yeux vers moi, les larmes aux yeux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Ray? Que je suis une personne horrible, que j'ai tout gâché? Très bien. Je suis une personne horrible qui a tout gâché. Je veux que tu dises que tu vas être une meilleure épouse et mère à partir de maintenant. Je veux que tu dises que tu vas regagner ma confiance. Et si je ne peux pas? J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. Pour quiconque nous regardait, cela aurait ressemblé à un geste d'amour et de pardon. Mais ma prise était assez ferme pour la faire grimacer. Alors tu perdras tout, bête. La maison, Carrie, ta réputation, ton avenir. Parce que je m'assurerai que tout le monde sache ce que tu as fait et avec qui tu l'as fait. Elle a retiré sa main et s'est frotté le poignet. Tu as changé. Non, j'ai juste arrêté d'être stupide. 3 mois plus tard, Beth a quand même déménagé. Elle a demandé le divorce, invoquant des différends irréconciliables, et a essayé d'obtenir la garde de Carrie et la moitié de tout ce que je possédais. Mais j'étais prêt pour elle. L'enregistrement de Miller S. est devenu une preuve de son adultère. Les dossiers financiers que j'avais soigneusement conservés montraient qu'elle dépensait les biens matrimoniaux pour sa liaison. Le témoignage des habitués de Hannigan S. a établi un schéma d'humiliation publique qui a nui à ma réputation et à mon entreprise. Au final, Beth a obtenu un petit arrangement financier et un droit de visite supervisé pour Carrie. Pas de pension alimentaire, pas de maison, pas de parc de voitures, pas de fin heureuse avec son jeune amant qui a disparu comme de la fumée. J'ai gardé tout ce qui comptait. 6 mois après la finalisation du divorce, je prenais une bière chez Hannigan S. quand Maria Santos s'est assise à côté de moi. « Tu as entendu parler de Tommy Geller ?» a-t-elle demandé. « Pas vraiment. Il paraît qu'il bosse dans une station de lavage à Akron, qu'il vit avec la mère de son gosse dans un parc de caravanes. »« Ah bon ? » ?»« Ouais. Apparemment, son ex l'a retrouvé après que quelqu'un lui a envoyé ses coordonnées. Maintenant, il paie la pension alimentaire et travaille pour le salaire minimum. J'ai fini ma bière et laissé un billet de 10 sur le comptoir. C'est drôle comme la vie fait les choses. Ray? Ouais. C'était une vengeance glaciale, ce que tu leur as fait à ces deux-là. Je les regardais dans le miroir derrière le bar, voyant mon propre reflet me fixer, plus vieux, plus dur, mais satisfait. J'ai toujours dit que je ferais le dernier versement pour cette maison, ai-je répondu. Il s'avère que la maison n'a jamais été le problème.